Regarde-la. Elle a sûrement passé la semaine à s'endetter pour louer cette robe et la voiture. Et le gamin, un accident de parcours, sans père évidemment. C'est pathétique d'essayer de nous impressionner. » Ces mots devaient oui la détruire, comme au lycée. Mais Malia ne baisse pas les yeux. Elle sourit, d'un calme glacial. Ce qu'ils ignorent, c'est que le luxe qui l'entoure n'est pas un déguisement, et que l'homme qui s'apprête à franchir la porte va réduire leur méchanceté en cendres. Ils ont invité la prodigie perdante pour l'humilier, mais ils ne sont pas prêts pour la vérité. Et vous, auriez-vous gardé votre calme face à eux? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette leçon de vie. 7 heures du matin. La lumière pâle de l'aube parisienne filtrait à travers les immenses baissements vitrés d'art de l'appartement, baignant la cuisine d'une clarté presque chirurgicale. Tout ici respirait l'ordre, le contrôle et une sérénité chèrement acquise. Le silence n'était troublé que par le bruit rythmé, presque hypnotique, de la lame d'un couteau en céramique rencontrant une planche à découper en bois d'olivier. Malia Fofana, debout devant l'îlot central en marbre blanc, s'adonnait à son rituel matinal avec la précision d'un orfèvre. Elle ne se contentait pas de préparer le déjeuner de son fils, elle le sculptait. Chaque quartier de pomme était méticuleusement taillé pour ressembler à un petit lapin, une attention délicate qu'elle n'avait jamais reçue, enfant, et qu'elle offrait désormais comme une preuve silencieuse de sa victoire sur le destin. Autour d'elle, l'espace était immaculé, chaque objet à sa place, comme pour ériger une forteresse contre le chaos du monde extérieur. Soudain, une vibration brève, insolente, brisa cette harmonie. Le téléphone posé sur le marbre froid s'alluma, affichant une notification qui semblait brûler la rétine de Malia. C'était un email. L'objet du message s'imprima dans son esprit avant même qu'elle ne puisse détourner le regard. Réunion de la promotion 2014, lycée Saint-Exupéry. Malia se figea, le couteau suspendu au-dessus d'une tranche de pain complet. Son cœur, jusqu'alors calme, rata un battement, puis s'emballa furieusement contre ses côtes. Elle posa l'ustensile avec une lenteur calculée, s'essuya les mains sur un torchon en lin et déverrouilla l'écran. Le texte était courtois, trop courtois. C'était une politesse de façade, le genre de velours qui dissimule des griffes acérées. Alors qu'elle parcourait les lignes, une voix familière, celle de Madison, s'insinua dans sa tête, superposant son timbre mielleux et condescendant aux mots écrits. Le comité d'organisation a hâte de constater comment chacun a évolué, peu importe d'où l'on était parti. Malia sentit une vague de froid lui parcourir l'échine. Ce mot, évoluer, était démis entre guillemets comme une insulte déguisée, un rappel subtil que pour certaines personnes, on ne grandit jamais vraiment. On reste simplement la fille boursière du fond de la classe. Noah, assis sur un tabouret haut, les jambes se balançant dans le vide, croquait dans sa tartine beurrée. Il leva les yeux, observant sa mère avec cette acuité troublante propre aux enfants de 6 ans. Il remarqua immédiatement la tension dans ses épaules, la main qui restait figée en l'air. Il avala sa bouchée et posa la question qui fit sursauter Malia, la tirant brutalement de sa transe. « Maman, évoluer, ça veut dire se transformer en super-héros comme dans les films ?» demanda-t-il avec une innocence désarmante, des miettes de pain au coin des lèvres. Malia cligna des yeux, reprenant pied dans la réalité de sa cuisine parfaite. Elle força un sourire, un masque qu'elle avait appris à porter avec une efficacité redoutable, et tendit la main pour essuyer doucement le visage de son fils. « Parfois, c'est ça, Noah, » répondit-elle d'une voix douce, mais chargée d'un sous-texte qu'il ne pouvait pas encore comprendre. « Ou parfois, c'est juste apprendre à survivre aux monstres sans se faire dévorer. » Le garçon écarquilla les yeux, intrigué par cette tournure inattendue. « Maman, tu as déjà rencontré des monstres ?» insista-t-il.
son imagination s'enflammant. Malia détourna le regard vers la baie vitrée, observant les toits de Paris qui s'étendaient à perte de vue. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une femme forte, élégante, mais derrière ses yeux, une autre scène se jouait. « Oui, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Mais il y a longtemps que je ne les ai pas vus. » À cet instant précis, la barrière temporelle céda. La lumière dorée de la cuisine fut remplacée par l'éclairage au néon blafard et grésillant d'une cantine scolaire. L'odeur du café frais disparut, chassée par des relents de javel et de nourriture industrielle tiède. Malia avait 16 dents de nouveau. Elle était assise seule, à une table isolée, la tête basse, ses épaules voûtées pour occuper le moins d'espace possible. Devant elle, une boîte en plastique usé contenait un repas maigre. Le brouhaha ambiant était assourdissant, mais une phrase perça le vacarme, claire et tranchante comme du verre brisé. À la table voisine, le groupe de Madison riait. Il ne chuchotait mieux même pas. Il voulait être entendu. Madison, avec sa chevelure parfaite et son assurance cruelle, se pencha vers ses amis, tout en fixant Malia. « C'est mignon, regardez ça », dit-elle en pointant du menton le repas de Malia. « On dirait un reportage animalier. Fais attention quand même, l'odeur de la pauvreté. Ça tache les vêtements, il paraît que ça ne part pas au lavage. » Les rires fusèrent, acides, complices. Malia sentit ses joues de brûler, une chaleur humiliante qui contrastait avec le froid glacial qui envahissait son estomac. Elle ne releva pas la tête. Elle continua de manger, avalant sa honte avec chaque bouchée, priant pour devenir invisible, pour disparaître dans le sol, en lino ébréché. Le souvenir s'évapora aussi vite qu'il était apparu, chassé par le bruit du cartable de Noah, tombant sur le parquet. Malia prit une profonde inspiration, l'air de son appartement de luxe remplissant ses poumons, chassant les fantômes olfactifs du passé. Elle regarda de nouveau son téléphone. Son doigt tremblait imperceptiblement au-dessus de l'écran tactile. Le bouton rouge, supprimé, était là, tentant, promettant l'oubli et la paix. Il suffirait d'une pression pour effacer l'invitation, pour prétendre que ces gens n'existaient plus, que sa vie commençait et finissait ici, dans cette tour d'ivoire qu'elle l'avait bâtie. Mais supprimer l'email, n'était-ce pas admettre qu'elle avait encore peur? N'était-ce pas donner raison à la voix de Madison qui résonnait encore dans sa mémoire? Si elle effaçait ce message, la jeune fille de 16 ans qu'elle avait été resterait à jamais assise à cette table, seule et humiliée. Le conflit intérieur faisait rage sous son apparence impassible. Noah avait fini son petit temps déjeuner et sautait du tabouret, prêt à affronter sa journée d'école, inconscient de la guerre silencieuse qui se jouait à quelques mètres de lui. Malia ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas encore dire oui. Elle n'était pas prête à plonger tête baissée dans la fosse aux lions. Mais elle ne pouvait pas non plus fuir. Son doigt glissa vers la gauche, évitant la corbeille. Elle appuya sur « Archiver ». Le message disparut de sa boîte de réception principale, mais il restait là, tapi dans les dossiers, une bombe à retardement qu'elle choisissait de garder, une porte qu'elle refusait de verrouiller complètement. Elle verrouilla son téléphone et le glissa dans sa poche, le poids de l'appareil semblant soudain beaucoup plus lourd qu'auparavant. Elle se tourna vers son fils, lissa sa jupe et afficha ce sourire protecteur qui ne la quittait jamais. Elle ne pouvait pas tricher. Pas cette fois. Le passé avait frappé à la porte et l'ignorer ne ferait que le rendre plus bruitant. Le soir était tombé sur Paris, enveloppant la ville d'un voile bleu nuit, mais à l'intérieur du penthouse, l'ambiance était feutrée, baignée par la lueur dorée et chaleureuse des lampes chroma sur pied disposées aux quatre coins du salon. Pourtant, cette chaleur artificielle contrastait violemment avec le froid polaire qui régnait dans l'esprit de Malia Fofana, laquelle se tenait debout devant une montagne de linge propre,
le visage fermé et les mâchoires serrées. Elle ne pliait pas les vêtements, elle les attaquait, saisissant une chemise en popeline blanche pour la rabattre avec une précision militaire, marquant les plis avec une force excessive, presque brutale, comme si elle cherchait à écraser une menace invisible cachée dans les fibres du tissu. Le silence dans la pièce était lourd, épais, saturé de tout ce qu'elle n'avait pas dit depuis ce matin, une tension palpable qui semblait faire vibrer l'air autour d'elle. C'est dans cette atmosphère chargée d'électricité statique que Jonas Whitford fit son entrée, apportant avec lui l'odeur de la pluie et du cèdre, son costume impeccable témoignant d'une longue journée de négociation. Mais son attention, dès l'instant où il franchit le seuil, fut entièrement captée par la silhouette rigide de sa femme. Il ne sortit pas son téléphone pour vérifier ses derniers emails. Il ne jeta pas son attaché-case sur le fauteuil, comme il le faisait parfois, les soirs de fatigue extrême. Il s'arrêta simplement, analysant la scène avec cette acuité qui faisait de lui un redoutable homme d'affaires et un partenaire exceptionnel. Il s'approcha d'elle sans faire de bruit, ses pas étouffés par l'épais tapis perçant, et vint se placer derrière elle, posant ses mains sur ses épaules, où il sentit immédiatement la dureté de pierre de ses trapèzes contractés. Jonas laissa ses mains glisser le long des bras de Malia jusqu'à atteindre ses poignets, immobilisant doucement son geste alors qu'elle s'apprêtait à martyriser un nouveau vêtement, et il murmura près de son oreille, d'une voix calme qui tranchait avec la tempête intérieure de son épouse, lui demandant si elle était en train de plier cette chemise pour lui ou si elle essayait littéralement de l'étouffer. Malia se figea, le souffle court, réalisant soudain la violence qu'elle projetait sur cet objet inanimé, et elle relâcha le tissu qui retomba mollement sur la table, expirant longuement comme si elle venait de courir un marathon émotionnel. Elle ne se retourna pas tout de suite, fixant le vide devant elle, puis elle avoua d'une voix blanche qu'ils avaient envoyé un mail, Madison et toute sa clique, pour l'inviter à cette maudite réunion des 10 ans. Jonas ne réagit pas par la surprise ou l'indignation théâtrale. Il se contenta de contourner la table pour venir s'asseoir face à elle, dénouant sa cravate en soie avec une lenteur étudiée, ses yeux ne quittant jamais le visage tourmenté de sa femme, cherchant à lire entre les lignes de sa détresse. Il lui demanda alors calmement, sans jugement mais avec une curiosité incisive, si elle avait peur d'eux, ou si, plus profondément, elle avait peur que la gamine de 16 ans terrorisée, qui vivait encore en elle, ne refasse surface et ne prenne le contrôle. Cette question frappa Malia de plein fouet, l'obligeant à abandonner sa posture défensive pour s'effondrer sur le canapé en velours, un rire amer et sans joie s'échappant de ses lèvres alors qu'elle se remémorait les cicatrices invisibles qu'elle portait. Elle le regarda, ses yeux brillants d'une colère ancienne, et lui demanda s'il savait comment il l'appelait Johnny à l'époque, lui révélant qu'il la considérait comme un exercice de cruauté, un simple objet d'étude pour leur méchanceté gratuite, et elle questionna l'utilité de sa présence là-bas, se demandant si elle devait s'y rendre pour qu'il vérifie si l'exercice était terminé ou pour leur offrir l'opportunité de lui rire au nez une dernière fois. L'aveu flotta dans l'air, lourd de sens, dévoilant la blessure purulente que le temps n'avait pas réussi à cautériser totalement. Jonas se pencha en avant, réduisant la distance entre eux, son expression devenant d'un sérieux absolu, l'angle de son regard changeant pour devenir un gros plan intense sur l'âme de Malia. Il lui dit alors, avec une fermeté qui ne tolérait aucune contradiction, qu'elle devait l'écouter attentivement car ce qu'il allait dire était vital. Il affirma qu'elle ne devait pas y aller pour eux, que si elle décidait de franchir cette porte, ce devait être pour entrer dans cette pièce, scruter leur visage et réaliser enfin, avec la clarté de l'adulte qu'elle était devenue, à quel point ils étaient minuscules, insignifiants et pathétiques comparés à la femme qu'elle était aujourd'hui.
Il insista sur le fait qu'elle avait besoin de voir leur médiocrité de ses propres yeux pour se libérer définitivement, pour comprendre que les monstres de son enfance n'étaient guonnant que des ombres projetées par des gens petits. Ce n'était pas une parole de réconfort mielleuse destinée à apaiser une douleur passagère, c'était une stratégie, un plan de bataille émotionnel qu'il lui tendait. Malia absorba ces paroles, sentant le changement s'opérer en elle, la peur viscérale laissant place à une compréhension nouvelle et froide. Elle réalisa qu'elle avait donné à ces fantômes un pouvoir qu'ils ne méritaient bon plus, et que le seul moyen de briser le sortilège n'était pas de fuir, mais de les regarder en face et de ne rien ressentir. Dans le silence qui suivit, le bruit de la ville au dehors sembla s'estomper pour ne laisser place qu'au battement régulier et déterminé de son propre cœur. Elle regarda son mari, cet homme qui voyait sa force même quand elle se sentait faible, et elle hocha la tête, un mouvement imperceptible mais définitif qui scellait son destin pour la soirée à venir. La décision était prise, non pas dans l'hystérie ou la précipitation, mais dans le calme glacial d'une résolution inébranlable, car elle savait désormais qu'elle n'irait pas chercher leur validation, mais qu'elle irait constater leur insignifiance. Le vaste dressing room, attenant à la chambre principale, n'était pas simplement un lieu de rangement fonctionnel. C'était un sanctuaire feutré, un espace de transition entre l'intimité du foyer et la brutalité du monde extérieur. Sous l'éclairage tamisé des spots encastrés, les rangées de vêtements, classés par couleur et par texture, attendaient silencieusement comme des soldats en rang serré, prêts à servir. Malia se tenait au centre de la pièce, enveloppée dans un peignoir de soie, le regard perdu dans cette abondance qui contrastait si violemment avec la penderie vide de son adolescence. Elle tendit la main, effleurant du bout des doigts les étoffes froides de ses tailleurs de travail, ces ensembles gris-perle et bleu marine qu'elle portait comme des armures de conformité dans les salles de réunion. Ces vêtements étaient des boucliers sûrs, des uniformes qui criaient la compétence et la respectabilité, conçus pour se fondre dans la masse des décideurs, pour gommer sa féminité et ses origines au profit d'une neutralité efficace. Pendant une seconde, la tentation de se glisser dans l'un de ses pantalons à pinces fut immense, car c'était le choix de la sécurité, le choix de celle qui veut prouver sa réussite professionnelle pour faire taire les moqueries. Mais ce soir, Malia ne voulait pas se fondre dans le décor, ni prouver qu'elle était une femme d'affaires accomplie. Elle rejeta les cintres d'un geste brusque, les repoussant vers le fond de la tringle dans un cliquetis métallique. Ce soir n'était pas une réunion d'actionnaires, c'était une reconquête territoriale. Elle se dirigea vers le fond de la pièce, là où elle gardait les pièces d'exception, et en sortit une housse noire. Lorsqu'elle libéra le vêtement, la lumière artificielle fit danser des milliers d'éclats sur le tissu. C'était une robe fourreau d'un bleu nuit abyssal, une couleur profonde et hypnotique, entièrement brodée de sequins ton sur ton, qui captait lier la moindre lueur pour la renvoyer avec une intensité froide. Elle laissa le peignoir glisser à ses pieds et enfila la robe, sentant le tissu lourd et frais, épouser chaque courbe de son corps comme une seconde peau. Elle se tourna vers le grand miroir en pied, et pour la première fois depuis des années, elle ne chercha pas à cacher ce qu'elle voyait. Le dos de la robe était vertigineusement échancré, révélant sa peau sombre et satinée, une peau qu'elle avait autrefois voulu frotter jusqu'au sang pour qu'elle soit moins visible, moins problématique. Elle observa les fines vergetures argentées qui zébraient légèrement ses hanches, souvenirs indélébiles de la naissance de Noah, et au lieu de grimacer, elle les accepta comme des marques de vie, des preuves tangibles que son corps avait accompli des miracles. Elle n'était plus la jeune fille maigre et voûtée qui essayait de disparaître sous des pulls trop grands. Elle était une femme pleine, dense, une présence inéluctable. Elle releva ses cheveux,
en un chignon strict mais moderne, dégageant son port de tête altier, et accrocha à ses oreilles 2 perles baroques qui luisaient doucement contre son cou. Soudain, le bruit de petits pas précipités brisa le silence quasi religieux de sa préparation, et Noah fit irruption dans la pièce, une figurine de super-héros serrée dans son poing. Il s'arrêta net, la bouche entr'ouverte, ses grands yeux écarquillés absorbant l'image de sa mère transformée. « Ouah, maman, tu ressembles à Elsa », souffla-t-il avec une admiration pure. « Mais c'est une Elsa version combat. » Malia sentit son cœur se serrer de tendresse devant cette innocence qui voyait la guerrière sous la princesse. Elle se pencha vers lui, prenant soin de ne pas froisser la soie, et ajusta le petit nœud papillon qu'il portait déjà sur sa chemise blanche. « Merci, mon grand, » répondit-elle en croisant son regard dans le miroir. « Tu as l'œil, parce que ce soir, maman part vraiment au combat, et mon arme, c'est ça. » Elle pointa son propre reflet, non pas la robe ou les bijoux, mais le sourire impénétrable et confiant qu'elle venait de plaquer sur son visage. Noah hocha la tête, satisfait, comme si cela faisait parfaitement sens dans sa logique d'enfant. Une ombre plus grande se dessina alors dans l'encadrement de la porte. Jonas était là, appuyé contre le chambranle, les bras croisés, observant sa femme avec un mélange puissant de désir et d'inquiétude protectrice. Il avait enfilé son costume, et sa simple présence suffisait à remplir l'espace d'une aura de sécurité. Il la détailla quelques secondes, appréciant la coupe audacieuse de la robe, avant de prendre la parole d'une voix grave. « Tu es sublime, Malia, » commença-t-il, avant de marquer une non-hésitation. « Mais tu es sûre que tu ne veux pas que je te conduise jusqu'à la porte ? Une arrivée en couple, une démonstration de force immédiate, ce serait plus sûr. Il n'oserait guetter rien dire si je suis à ton bras, dès la première seconde. » C'était une offre tentante, celle de se draper dans le prestige et l'influence de son mari pour faire taire les mauvaises langues, avant même qu'elle ne commence à siffler. Mais Malia secoua la tête lentement, ses boucles d'oreilles oscillant doucement. « Non, Jonas, » dit-elle fermement, en fixant son mari à travers le miroir, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Si tu restes à côté de moi, dès le début, ils ne verront que toi. Ils diront que la petite Malia a eu de la chance, qu'elle a bien épousé, pour s'en sortir. Ils penseront que tu es ma bouée de sauvetage. Je ne veux pas de ça. » Elle se tourna pour lui faire face, magnifique et intimidante dans sa robe de lumière sombre. « Je veux que les 15 premières minutes soient l'amour les miennes, » poursuivit-elle, sa voix ne tremblant pas. « Je veux entrer seule. Je veux qu'il soit obligé de regarder Malia Fofana en face, d'encaisser ma présence, ma réussite, mon corps, sans l'excuse de ta protection. Je veux qu'il voie la femme avant de voir l'épouse de Jonas Whitford. » Jonas la regarda longuement, un sourire de fierté étirant doucement ses lèvres. Il comprenait. Il comprenait que ce n'était pas un rejet de son aide, mais une nécessité vitale pour sa reconstruction. Il se détacha du cadre de porte et hocha la tête avec respect. « C'est entendu, » dit-il simplement. « Je te laisse ton quart d'heure de gloire solitaire. Je serai là 30 minutes après toi. Juste le temps nécessaire pour que tu les éblouisses et assez de temps pour que Noah finisse le paquet de bonbons dans la voiture sans que tu le voies. » Malia laissa échapper un petit rire, la tension retombant légèrement, et elle attrapa son sac à main. Elle était prête, l'armure était en place, le plan était établi, et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme une proie, mais comme le prédateur qui s'apprête à entrer dans l'arène. La nuit était tombée sur l'esplanade de gravier qui s'étendait devant le lieu de réception, un petit château de banlieue, loué pour l'occasion, qui tentait maladroitement de se donner des airs de grandeur aristocratique avec ses projecteurs mal réglés et sa façade en fausse pierre de taille. L'air était frais, humide, saturé de cette odeur particulière de feuilles mortes et de tabac froid
qui semble toujours accompagner les réunions où l'on cherche à ressusciter des fantômes. Le groupe formé par Madison, Vincent et Chloé s'était agglutiné près de l'entrée, formant un barrage symbolique, une clique immuable qui semblait n'avoir jamais quitté la cour de récréation du lycée Saint-Exupéry. Ils tenaient sur leur verre de vin, bon marché comme des sceptres, leur sourire sonnant trop fort dans la pénombre, cherchant désespérément à combler le vide de leur conversation par une médisance familière et réconfortante. Madison, drapée dans une robe qui se voulait haute couture, mais qui trahissait sa production en série par la rigidité de ses coutures, surveillait l'arrivée des invités avec l'œil inquisiteur d'un douanier cherchant la contrebande, prêt à juger chaque tenue, chaque voiture, chaque ride nouvelle sur un visage connu. Le sujet de prédilection, la pièce de résistance de leur banquet de commérage, était évidemment l'absente, celle dont le nom suffisait à souder leur alliance toxique. Madison prit une gorgée de son vin acide, grimaça imperceptiblement et se pencha vers Vincent, chuchotant assez fort pour que le cercle entier puisse profiter de son venin. « Je parie 50 € qu'elle n'osera pas venir, ou alors, si par miracle elle pointe le bout de son nez, ce sera en covoiturage, déposé au portail pour ne pas qu'on voie la voiture. » Vincent ricana, l'alcool commençant déjà à délier sa langue et à empâter ses traits, ajoutant avec une cruauté banale qu'elle viendrait sûrement en Uberpool pour sauver la planète, ou plus probablement pour sauver son portefeuille vide. C'est à cet instant précis, alors que leur rire mesquin s'élevait vers le ciel noir, qu'un grondement sourd, profond et félin fit vibrer le sol sous leurs pieds, coupant net leur plaisanterie. 2 faisceaux de lumière blanche, d'une intensité chirurgicale, balayèrent Zolalé, aveuglant momentanément le groupe avant de révéler la source de ce bruit mécanique parfait. Une Porsche Panamera Turbo S, d'un argent liquide qui semblait couler sur la carrosserie sous les lampadaires, s'avança avec la lenteur majestueuse d'un prédateur entrant dans un territoire conquis. La voiture n'était pas seulement un véhicule, c'était une déclaration, un objet de puissance pure qui contrastait violemment avec les berlines familiales ternes et les SUV compacts sagement garés en épi. Elle s'arrêta pile au centre de l'esplanade, le moteur se coupant dans un silence qui, par contraste, sembla assourdissant, laissant le groupe de Madison figé, la bouche entr'ouverte, leur verre suspendu à mi-chemin. La portière arrière s'ouvrit la première, et un petit garçon en descendit avec une agilité gracieuse, ajustant son nœud papillon miniature avec un sérieux comique, ses chaussures de vernis claquant doucement sur les graviers. Puis, la portière conducteur s'ouvrit, et Malia Fofana émergea de l'habitacle. Lorsqu'elle se redressa, la lumière des projecteurs frappa les milliers de sequins de sa robe bleu nuit, créant une aura scintillante autour d'elle, transformant sa silhouette en une constellation vivante. Elle claqua la portière d'un geste sec, un bruit mat et coûteux qui résonna comme un coup de feu. Le silence du groupe de fumeurs se changea en une stupeur palpable, une paralysie collective face à cette apparition qui ne correspondait en rien à la perdante qu'ils attendaient. Madison, dont le visage était passé d'une arrogance satisfaite à une incrédulité rageuse, plissa les yeux, cherchant désespérément une faille, un défaut, une explication rationnelle qui pourrait ramener Malia à sa place inférieure. Elle se tourna vers Vincent, sifflant entre ses dents avec une jalousie qui lui brûlait la gorge. « C'est de la location. Ça se voit tout de suite. Regarde la plaque d'immatriculation. C'est le modèle de l'année, une 2024. Qui peut s'acheter ça? C'est des justes de l'esbrouf pour nous impressionner. Elle a dû s'endetter sur 10 ans ou louer ça à la journée pour faire illusion. » Malia, qui s'était approchée d'un pas fluide et assuré, les talons de ses escarpins s'enfonçant avec autorité dans le sol, entendit chaque mot. 10 ans plus tôt,
Ces chuchotements l'auraient sans doute fait raser les murs, l'auraient bien poussé à s'excuser d'exister. Aujourd'hui, il ne lui faisait pas plus d'effet que le bourdonnement d'une mouche agaçante. Elle prit la main de Noah, sentant la chaleur rassurante de sa petite paume contre la sienne, et continua sa marche droit vers eux, sans dévier d'un millimètre, forçant l'espace à s'ouvrir devant elle. Elle s'arrêta à leur hauteur, juste assez longtemps pour que son parfum, un mélange subtil et onéreux d'ambre et de bois, vienne y effacer l'odeur de leur tabac froid. Elle ne chercha pas à croiser le regard de quelqu'un en particulier, elle les engloba tous dans un hochement de tête poli, d'une distance glaciale. « Bonsoir à tous », dit-elle d'une voix posée, sans la moindre trace de tremblement, ses yeux balayant le groupe avec une indifférence souveraine. « 10 ans ont passé, et pourtant, je vois que vous n'avez pas bougé d'un centimètre, n'est-ce pas? Toujours au même endroit ?» La phrase, lourde de son double sens impitoyable, flotta dans l'air nocturne, soulignant non seulement leur position géographique près du cendrier, mais leur stagnation existentielle. Ils étaient, disons, restés les mêmes, figés dans leur méchanceté adolescente, alors qu'elle avait traversé des océans. Le silence qui suivit fut brisé par la voix cristalline de Noah, qui observait ces adultes pétrifiés avec une curiosité scientifique, ne comprenant pas pourquoi l'accueil était si froid. Il tira légèrement sur la main de sa mère, penchant la tête sur le côté, en regardant Madison qui semblait avoir avalé une guêpe. « Maman, pourquoi ces messieurs-dames nous regardent comme ça ?» demanda-t-il assez fort pour que tout le monde entende, son innocence agissant comme un projecteur braqué sur l'absurdité de la situation. « Ils n'ont pas de ticket pour entrer, c'est pour ça qu'ils restent muets. Dehors ?» Un sourire imperceptible, presque invisible, effleura les lèvres de Malia. Elle ne répondit pas aux adultes, ne leur accorda pas le plaisir d'une justification ou d'une dispute. Elle se contenta de serrer la main de son fils et de répondre doucement. « Non, mon chéri, ils attendent juste que le spectacle commence, mais nous allons entrer. » Et sans un regard en arrière, sans vérifier si elle était admirée ou haïe, elle tourna le dos au passé, franchissant les grandes portes vitrées du château, laissant derrière elle une assemblée de statues de sel, réduite au silence par l'éclat d'une réussite qu'ils ne pouvaient ni comprendre, ni nier. L'intérieur du château offrait un contraste saisissant avec la fraîcheur de la nuit. Une étuve saturée de parfums entêtants, de rires trop forts et de cette musique jazz générique qui semble avoir été composée spécifiquement pour meubler les silences gênés des réunions mondaines. Les lustres à pampilles, dont certains ampoules grésillaient légèrement, jetaient une lumière crue sur les visages, révélant impitoyablement les rides naissantes et les sourires figés par 10 années d'efforts pour paraître heureux. Malia avançait dans cet aquarium social avec la grâce d'un cygne glissant sur une tôle trouble, tenant fermement la main de Noah, qui observait ce nouveau monde avec des yeux ronds, fasciné par le spectacle de ces adultes qui se comportaient étrangement comme des enfants dans une cour de récréation, mais avec des verres de champagne à la main. Elle se dirigea vers le bar improvisé, une longue table recouverte d'une nappe blanche un peu trop courte, et demanda un jus d'orange pour son fils, sentant sur sa nuque le poids physique des regards qui la suivaient, des scanners invisibles qui analysaient chaque centimètre de sa robe, cherchant l'étiquette, le prix, la faille. Elle n'eut pas le temps de porter le verre aux lèvres de Noah que l'espace autour d'elle se rétrécit, envahi par une présence familière et toxique. Madison avait fendu la foule, suivi de près par son cortège habituel, arborant ce sourire commercial qui ne touchait jamais ses yeux, une expression qu'elle avait dû perfectionner devant son miroir pour dissimuler son insécurité chronique. Elle s'arrêta à une distance qui se voulait intime, mais qui restait invasive, et tendit une main manucurée pour effleurer la manche de Malia, un geste de fausse camaraderie
qui fit se hérisser les poils sur les bras de la jeune mère. « Malia, ciel, cette robe est absolument lorgnette !» s'exclama-t-elle avec une emphase théâtrale, sa voix montant dans les aigus pour s'assurer que les tables environnantes profitèrent du spectacle. « C'est un peu. Trop, tu ne trouves pas. Pour une simple réunion d'anciens élèves dans une salle des fêtes de banlieue, c'est audacieux. Mais tu es courageuse, vraiment. Ça doit être un budget colossal, une pièce pareille. Tu l'as loué combien pour la soirée ?» La question, posée sous le couvert d'un compliment, était une flèche empoisonnée visant à rappeler à Malia sa place supposée, celle de l'imposteur qui joue à la riche. Malia prit le temps de faire boire une gorgée à Noah, un calme olympien émanant de sa posture, avant de relever les yeux vers son ancienne bourreau. Son regard n'était pas défensif, il était clinique, froid comme la lame d'un scalpel. « C'est aussi une question de confort, Madison, » répondit-elle d'une voix posée, dont le timbre grave trancha avec l'hystérie latente de l'autre femme. La valeur d'une robe ne se mesure pas à son prix, mais à la façon dont on se tient quand on la porte, et en parlant de confort. Tu as l'air de souffrir le martyre dans ces escarpins. Je me trompe ou le talon est un peu trop haut pour ta cambrure? Tu devrais t'asseoir, ça se voit sur ton visage. » Le sourire de Madison se figea, se transformant en une grimace grotesque, alors qu'elle retirait instinctivement son pied, touché en plein cœur de sa vanité. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais fut coupée par l'arrivée bruyante de Vincent. Il tenait son verre de travers, une tache de vin rouge maculant déjà le col de sa chemise blanche, et son haleine chargée d'alcool précéda ses paroles. Il s'interposa entre les deux femmes avec la maladresse d'un ours, posant une main lourde sur l'épaule de Madison, et rit grassement, un son qui fit se retourner plusieurs têtes. « Allez, allez, les filles, on se calme !» beugla-t-il, ses yeux vitreux passant de l'une à l'autre. « Malia, détends-toi un peu, ne sois pas si sérieuse. On dirait que tu es venue ici pour nous faire un procès. C'était le bon temps, non? Les blagues, les vidéos. Hashtag perdante, c'était juste pour rire, un délire de gamin. On était jeunes, tout le monde fait des conneries, il faut savoir passer à autre chose. » Le temps sembla s'arrêter. Le jazz en fond sonore devint soudain insupportable. Malia posa lentement le verre de jus d'orange sur la table, mais le bruit du verre rencontrant le bois résonna comme un coup de marteau de juge, sec et définitif, faisant sursauter les convives les plus proches. Elle se tourna entièrement vers Vincent, son corps formant une barrière infranchissable devant Noah, et plongea son regard dans les yeux troubles de l'homme qui l'avait tourmenté. « Vincent, » commença-t-elle. Sa voix n'avait pas besoin de crier pour porter. Elle vibrait d'une autorité glaciale qui dissipa instantanément les vapeurs d'alcool de son interlocuteur. « Tu appelles le fait de m'avoir enfermé de force dans les toilettes des garçons pendant la pause déjeuner et d'avoir filmé ma panique par-dessus la porte? De la jeunesse? Tu appelles ça une blague ?» Le silence tomba sur le groupe comme une chape de plomb. Vincent ouvrit la bouche, cherchant une échappatoire, un rire, n'importe quoi, mais aucun son ne sortit. « Pour toi, c'était peut-être un mardi après-midi amusant, » continua Malia, impitoyable. « Mais pour moi, c'était un cauchemar qui m'a empêché de retourner aux toilettes du lycée pendant 2 ans. Ne confonds jamais ta cruauté avec de l'humour. Et crois-moi sur parole, Vincent. La mémoire de la victime est toujours bien meilleure que celle du bourreau. » L'atmosphère était devenue irrespirable, chargée d'une tension électrique. Madison regardait ses chaussures, Vincent fixait le fond de son verre vide, et le cercle des curieux s'était élargi, avide et horrifié. C'est alors qu'un mouvement se fit sentir en périphérie du groupe. Une jeune femme aux cheveux châtains ternes, vêtue simplement, se détacha de la masse compacte des spectateurs passifs. C'était Léa, celle qui riait doucement autrefois pour ne pas être exclue, celle qui regardait ailleurs.
Elle s'avança, les mains tremblantes, entrant dans le champ de vision de Malia avec l'air d'une condamnée marchant vers l'échafaud. « Malia, commença-t-elle d'une voix étranglée, osant à peine lever les yeux. Je voulais te dire, je suis désolé. Je n'ai rien fait à l'époque, j'ai vu, j'ai entendu, et je n'ai rien dit parce que j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi. J'ai été lâche, je suis tellement désolé. » La colère froide qui habitait Malia s'évapora instantanément face à cette sincérité maladroite. Elle vit la peur dans les yeux de Léa, cette même peur qu'elle avait connue, et elle comprit que la chaîne de la violence ne se brisait que par ces petits actes de courage tardifs. Son visage s'adoucit, et elle offrit à Léa ce qu'elle n'avait jamais reçu, la grâce. « Merci, Léa, » dit-elle doucement, ignorant Madison et Vincent qui semblèrent soudain s'être réduits en poussière. L'honnêteté était rare ici ce soir, et des excuses sincères, même 10 ans plus tard, valent trop mieux que jamais. L'air dans la salle de réception semblait s'être raréfié après l'intervention courageuse de Léa, laissant place à un malaise palpable que le groupe de Madison s'efforçait de dissiper par le seul moyen qu'il maîtrisait, la médisance collective. Ils s'étaient regroupés près du buffet, comme une meute blessée, cherchant à lécher ses plaies, tournant le dos à Malia tout en la surveillant du coin de l'œil, leur chuchotement formant un bourdonnement venimeux qui couvrait à peine la musique d'ambiance. La stratégie était claire. Si l'on ne peut pas attaquer sa réussite visible, il faut inventer des échecs invisibles. Madison, dont l'ego avait été écorché vif par la remarque sur ses chaussures, menait la charge avec une vindicte renouvelée, distillant ses hypothèses comme des vérités absolues. Elle se pencha vers Chloé, un sourire entendu aux lèvres, et murmura que tout cela n'était qu'une façade, que cette opulence soudaine cachait forcément une réalité sordide, probablement celle d'une mère célibataire désespérée qui avait dépensé toutes ses économies pour une soirée, ou pire, celle d'une femme entretenue par un homme marié qui ne s'afficherait jamais avec elle en public. « C'est évident, non ?» siffla-t-elle, s'assurant que ses paroles portent juste assez loin. « Regardez le gamin, mignon, certes, mais pas de père à l'horizon. Et cette voiture, je suis sûr qu'elle doit la rendre avant minuit sous peine de payer un supplément, comme Cendrillon. Sauf que là, le carrosse est loué sur Internet avec une caution qu'elle ne reverra jamais. » Les 6 rires étouffés reprirent, une tentative pathétique de reconstruire leur hiérarchie sociale, ébranlée, chacun ajoutant sa pierre à l'édifice du mépris. Elle avait sûrement trouvé ce mari imaginaire sur un site de rencontre douteux, ou alors c'était un vieux riche qu'elle n'osait pas montrer. Il se rassurait, se berçant de l'illusion confortable que Malia était toujours la perdante, juste mieux habillée. C'est alors que les lourds battants de la porte principale s'ouvrirent à nouveau, non pas avec fracas, mais avec une ampleur solennelle qui fit tourner toutes les têtes vers l'entrée. Une bourrasque d'air frais s'engouffra dans la salle surchauffée et une silhouette masculine se dessina dans l'encadrement, découpée par les lumières extérieures. Jonas Whitford entra. Il ne marchait pas, il occupait l'espace. Il portait un costume bleu nuit, d'une coupe si parfaite qu'elle semblait défier les lois de la physique. Un bespoke anglais dont la sobriété criait une richesse multigénérationnelle, loin des marques ostentatoires que certains convives arboraient fièrement. Il dégageait cette aura particulière des hommes qui n'ont plus rien à prouver à personne, une confiance tranquille et absolue qui fit instantanément taire les conversations les plus proches. À quelques mètres de là, Thomas, un ancien camarade qui travaillait désormais comme analyste junior dans une banque d'affaires et qui passait sa soirée à évaluer le coût des montres des autres invités, se figea net, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Il plissa les yeux, incrédule, comme s'il voyait une célébrité ou un fantôme, et dans sa stupeur, il laissa échapper son ustensile qui cliqueta bruyamment contre son assiette en porcelaine.
Attends, bégaya-t-il, agrippant le bras de son voisin avec une force convulsive. C'est Jonas Whitford, le fondateur de Whitford & Partners. J'ai lu son portrait dans le Financial Times la semaine dernière. Qu'est-ce qu'un type qui gère des milliards fait dans ce trou perdu? C'est impossible. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre, mais Jonas n'accorda pas un regard à la foule. Ses yeux, d'un calme olympien, scannèrent pour la pièce, ignorant les visages curieux, les tenues, le décor médiocre, pour se verrouiller sur une seule cible, sa femme et son fils. Il traversa la salle d'un pas fluide, fendant la foule qui s'écartait instinctivement sur son passage comme la mer Rouge devant Moïse, une marque de respect inconsciente envers le pouvoir qui l'irradiait. Il arriva à la one-rotor de Malia, qui ne s'était pas retournée, sachant qu'il était là avant même de le voir, et il se pencha pour déposer un baiser tendre sur ses cheveux, un geste d'une intimité désarmante au milieu de ce théâtre public, avant de soulever Noah dans ses bras, sans le moindre effort. « Désolé d'être en retard », dit-il d'une voix grave et chaude qui résonna dans le silence attentif, s'adressant uniquement à eux deux. Mais les partenaires japonais étaient tombés d'une loquacité inhabituelle. Les négociations ont traîné. Alors, mon grand, tu n'as pas encore sombré dans le sommeil? Le combat contre les monstres t'a épuisé? Malia lui sourit, un sourire vrai qui illumina son visage, contrastant avec le masque de glace qu'elle portait depuis son arrivée. Cependant, l'instant de grâce fut interrompu par Madison, incapable de résister à l'attraction gravitationnelle de cet homme, et voyant là une opportunité de sauver la face ou peut-être simplement guidée par son opportunisme viscéral, elle s'avança, réajustant son décolleté et affichant son sourire le plus charmeur, ignorant totalement la tension qui régnait. « Oh, bonsoir !» lança-t-elle avec une voix chantante, battant des cils. Nous étions justement en train d'évoquer de vieux souvenirs avec Malia. C'est tellement émouvant de se retrouver. Vous êtes le nouveau petit ami de Malia? C'est charmant qu'elle aurait trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Jonas cessa de sourire. Il se tourna lentement vers Madison et la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Il ne la regarda pas comme une femme, mais comme on observe un spécimen étrange sous un microscope, avec un détachement clinique l'effroi. Il resserra sa main libre autour de la taille de Malia, un geste de possession et de protection sans équivoque, et planta son regard dans celui de Madison jusqu'à ce qu'elle vacille sur ses talons. « Je suis Jonas », dit-il, chaque mot tombant comme une pierre dans une eau calme. « Je suis son mari et le père de Noah. » Il marqua une pause, laissant l'information s'infiltrer dans les esprits étriqués qui l'entouraient, pulvérisant instantanément les théories de la mère célibataire et du sugar daddy. Puis, il ajouta avec une politesse qui ressemblait à une lame de rasoir enrobée de velours. « J'espère que ces fameux « souvenirs » que vous évoquiez étaient suffisamment divertissants pour que ma femme ne regrette pas d'avoir passé sa soirée ici. Vous savez, Malia est devenue extrêmement sélective quant aux personnes à qui elle accorde son temps précieux. » Le silence qui suivit fut total, absolu. C'était le bruit d'un monde qui s'effondre, le fracas silencieux des préjugés qui se brisent contre le mur de la réalité. Madison devint livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte, tandis que Jonas, ayant délivré son verdict, se désintéressait déjà d'elle pour reporter son attention sur sa famille, signifiant clairement que pour lui, ces gens n'étaient rien de plus que du décor, et un décor de mauvais dégoût. L'air nocturne du parking s'engouffra dans les poumons de Malia comme une première respiration après une longue apnée, frais, coupant, et surtout purifié de l'odeur entêtante des parfums bon marché et de l'hypocrisie sociale qui saturait Bart et le château. Elle n'avait pas attendu la fin des festivités, refusant de se prêter au jeu des adieux prolongés,
ou d'écouter les discours éméchés de ceux qui, 1 heure plus tôt, se moquaient de lui d'elle et qui cherchaient désormais désespérément à capter son regard pour une validation tardive. Elle marchait vers la Porsche, garée un peu à l'écart, ses talons claquant sur le bitume avec un rythme régulier qui marquait la fin d'un chapitre, tenant fermement la main de Jonas, tandis que Jonas portait Noah, endormie et lourde de confiance, contre son épaule solide. C'était une fuite qui n'en était pas une, c'était un départ royal, un retrait stratégique d'un champ de bataille où l'ennemi s'était vaincu lui-même par sa propre médiocrité. Cependant, avant qu'ils n'atteignent le refuge de leur véhicule, un bruit précipité de graviers écrasés et une respiration haletante brisèrent la tranquillité de la nuit, signalant qu'un dernier fantôme refusait de retourner dans l'ombre, sans un ultime effort. Malia s'arrêta, sa main sur la poignée de la portière, et se tourna lentement pour voir Madison émerger de la pénombre, courant presque, sa démarche entravée par ses chaussures trop hautes et sa dignité en lambeaux. L'ancienne reine du lycée, dépouillée de son tribunal et de ses juges, n'était plus qu'une silhouette frissonnante dans le vent froid, ses yeux cherchant ceux de Malia avec une avidité désespérée qui remplaçait l'arrogance d'autrefois. Il n'y avait plus de méchanceté dans son regard, seulement la peur panique de l'exclusion, la terreur de celle qui réalise soudain qu'elle n'est plus au centre de l'histoire, mais reléguée au rang de figurante dans la vie de celle qu'elle méprisait. « Malia, attends, s'il te plaît » haleta-t-elle, sa voix tremblant légèrement, cherchant à créer une intimité qui n'avait jamais existé. « Tu pars déjà ? On n'a même pas eu le temps de discuter vraiment. Écoute, nous devrions absolument aller déjeuner un de ces jours, non ? Juste nous deux. Après tout, on a grandi ensemble, on est toutes les deux à Paris maintenant, et je connais un endroit très exclusif près de l'opéra, où... » Elle s'interrompit, réalisant peut-être l'absurdité de sa proposition, ou peut-être glacée par le silence impénétrable de Malia. C'était une tentative pathétique de transaction sociale, une offre de déjeuner qui n'était de rien d'autre qu'une tentative de s'accrocher au basque de la réussite de Malia, de transformer 10 ans de harcèlement en une vieille amitié révisée par l'opportunisme. Malia la regarda, et pour la première fois de la soirée, elle ne vit pas la brute qui l'avait terrorisée, ni le monstre qui hantait ses souvenirs, mais une femme petite, insécure, figée dans une époque révolue, condamnée à rejouer éternellement les mêmes dynamiques de popularité adolescente dans un monde d'adultes qui ne s'en souciait plus. Ce n'était pas de la haine qui monta en Malia, mais une pitié profonde, une tristesse infinie pour cette vie gâchée, à courir après des mirages. « Madison, » dit Malia d'une voix douce, presque maternelle, qui fit plus de mal à l'autre femme qu'une gifle. « Arrête. Tu es encore en train d'essayer de plaire à des gens que tu penses avoir plus de valeur que toi. Avant, c'était le groupe populaire. Ce soir, c'est moi. Je n'ai pas besoin de ce déjeuner. Je n'ai pas besoin de tes excuses maquillées en invitations mondaines. Et honnêtement, tu ne devrais pas avoir besoin de faire autant d'efforts pour exister. » Elle laissa ces mots suspendus dans l'air froid, un verdict final qui ne demandait aucune réponse, puis elle se détourna définitivement. « Au revoir, Madison » ajouta-t-elle, non pas comme une salutation, mais comme un adieu à une époque entière. Elle ouvrit la portière et se glissa à l'intérieur de l'habitacle, laissant Madison seule sur le parking, une statue de solitude s'effaçant déjà dans le rétroviseur de sa mémoire. Le claquement lourd de la portière ferma le monde extérieur, remplaçant le vent et les voix stridentes par le silence feutré et l'odeur rassurante du cuir neuf. Jonas installa Noah à l'arrière, avec une délicatesse infinie, veillant à ce que sa tête repose confortablement avant de prendre place au volant. Il démarra le moteur et l'habitacle fut baigné par la lueur douce du tableau de bord. Il ne démarra pas tout de suite, tournant la tête vers sa femme pour scruter son profil, cherchant les traces de la bataille
mais ne trouvant qu'une sérénité nouvelle. Alors, demanda-t-il doucement, sa main cherchant la sienne sur la console centrale. Tu jubiles? Est-ce que c'était aussi satisfaisant que tu l'imaginais? Si tu veux, je peux toujours racheter la boîte du mari de Madison demain matin pour parachever ton œuvre. Malia laissa échapper un petit rire, le premier rire véritablement léger depuis des semaines, et secoua la tête en regardant par la fenêtre les lumières du château qui s'éloignaient, alors que la voiture s'engageait sur la route principale. Elle écouta le ronronnement du moteur et la respiration régulière de son fils à l'arrière, sentant ses muscles se détendre un à un, comme si elle enlevait une armure devenue trop lourde et inutile. « Non, chérie, pas besoin, » répondit-elle en serrant ses doigts entre les siens. « Je ne ressens aucune joie malsaine, ce n'est pas de l'euphorie. C'est plus calme que ça, c'est du soulagement. J'ai l'impression d'avoir posé au sol un sac de pierres que je portais sur le dos depuis 10 ans, sans même m'en rendre compte. Je pensais que je voulais qu'il s'excuse, qu'il souffre, mais en réalité, je voulais juste vérifier qu'ils n'avaient plus le pouvoir de me faire mal. Et ils ne l'ont plus. » Jonas sourit, un sourire de fierté et d'amour, et porta la main de Malia à ses lèvres pour l'embrasser. « Alors c'est fini, » dit-il simplement. « Tu as obtenu ton diplôme ce soir, Malia, le vrai, celui de la vie. »« Oui, » murmura-t-elle, observant son propre reflet dans la vitre latérale, superposé aux lumières de la ville qui défilaient comme des étoiles filantes. Diplômée. Dans la vitre, la femme qui la regardait n'était plus la perdante, ni la victime, ni même la vengeresse en robe à paillettes. C'était juste Malia, libre, entière, et tournée vers l'avenir. La Porsche accéléra, s'enfonçant dans la nuit parisienne, laissant derrière elle le lycée, le château et les fantômes, qui n'étaient désormais plus que des ombres inoffensives dans le rétroviseur d'une vie qui avançait vite et loin. Et vous, pensez-vous que la réussite silencieuse est la meilleure des revanches? Dites-nous tout en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle histoire.